et Public Sénat. Situation politique avec Bruno Leroux, bienvenue avec Perrine, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, répondons directement à la gentille interpellation de Guillaume Tabar. Y aura-t-il une liberté de vote justement sur cette affaire du mariage pour tous ou pas ? Ça fait partie des 60 propositions de François Hollande sur lesquelles tous les élus, les candidats aux élections législatives se sont engagés. Donc il est normal qu'ils respectent cet engagement. Donc il n'y aura pas de liberté de vote. Il n'y a pas traditionnellement de liberté de vote. Et là, s'agissant d'un engagement, alors après je peux comprendre qu'il y ait des sentiments d'un certain nombre de députés qui soient particuliers. Il y a des députés qui m'ont déjà dit que pour eux, ce serait difficile, voire impossible. Je respecterai ça, mais je n'ouvre pas la porte à quelque chose qui serait de dire les engagements du président de la République, on peut ne pas les tenir. Mais nous les tiendrons. Combien de députés de gauche ne seraient pas prêts à voter ce mariage pour tous, moi je fais toujours les comptes après les débats. Et c'est bien en cela que la période... bien faire un petit Non. Je considère que ce sujet est un sujet important, qui fait clivage aujourd'hui dans la société, qui pose question à l'intérieur des groupes. Et c'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement qu'il y ait un temps d'étude plus long. Normalement, le texte devait venir à l'Assemblée nationale à la mi-décembre. Il viendra à la fin janvier. Et tous les jeudis, nous aurons des auditions publiques. C'est pour ça que je dis d'ailleurs qu'avant de faire des manifestations, il faut peut-être participer au débat. Il ne suffit pas de demander le débat et de faire des manifestations. Il faut entre-temps participer au débat. Et moi, je crains les mots d'ordre dans les manifestations sur un sujet de ce type. Est-ce que vous avez l'impression que cette manifestation est organisée en sous-main par l'UMP ou pas? Non, je ne veux pas. Ils participent très peu. Écoutez, ils ne savent pas très bien où ils vont. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de députés de l'opposition qui sont mal à l'aise aujourd'hui par l'attitude. Est-ce qu'ils vous disent qu'ils vont y aller ou pas? Ils ont autre chose à faire. Je pense que pour l'instant, ils mobilisent pour dimanche. Ils mobilisent pour les uns pour Copé, les autres pour Fillon, donc ils sont repliés sur eux-mêmes aujourd'hui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas participé beaucoup au débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale ces derniers temps sur le mariage ou sur les autres textes. Mais moi je mets en garde sur ce type de manifestation, attention. Il y a des règles dans la société, il y a des propos qui ne peuvent pas être tenus, et je dis à tous ceux qui marquent aujourd'hui des oppositions ou qui ont des interrogations, venez participer au débat que nous faisons. La manifestation, elle est libre, bien entendu, dans notre pays, mais manifester après avoir débattu. Mais quand on voit qu'il y a des manifestations, des clivages dans la société sur ce texte, est-ce qu'il faut aller plus loin à l'Assemblée et proposer des amendements qui vont au-delà du texte du gouvernement sur la PMA, par exemple, sur la procréation médicale assistée? Mais il faut qu'il y ait discussion, en tout cas. La PMA est la position du Parti socialiste, du groupe socialiste. Je ne connais personne à gauche qui... Mais c'est pas dans le texte du gouvernement. Ce n'est pas dans le texte, mais vous savez, le débat parlementaire, et vous le savez au Sénat, je le sais à l'Assemblée, le débat parlementaire, c'est d'amender les textes, c'est de provoquer la discussion. Et s'il n'y avait pas demain un amendement du groupe socialiste, il y aurait quand même la discussion, parce que la PMA est aujourd'hui une demande forte, parce qu'elle relève de débats qui ont déjà eu lieu. Alors je ne sais pas, le gouvernement va très certainement essayer de nous dire que le périmètre de ce texte ne correspond pas à cela, et qu'il faut attendre le texte suivant. Il fera valoir ses arguments, je suis prêt à les entendre, et en même temps j'essaierai de faire valoir les miens, et nous arriverons à une position qui est une position, après en avoir débattu publiquement, qui sera une position commune. Alors, il y a beaucoup de sujets ce matin à la Corse, mais on va parler de la conférence de presse de François Hollande, parce qu'il y a un des aspects qui s'adressait directement à vous, enfin d'une certaine manière directement à vous, c'est de réunir une majorité pour voter le fameux droit de vote pour les étrangers. Vous avez raison, je l'ai pris exactement pour moi. Et le soir même, j'ai dit, il m'appartient maintenant d'essayer de trouver cette majorité. À François Rebsamen au Sénat, président du groupe majoritaire, à moi à l'Assemblée nationale. Donc c'était pas un enterrement? C'est pas un enterrement, c'est simplement cette idée de dire que là encore, ça ne peut être que la voie parlementaire qui puisse être mise en œuvre pour voter cet engagement, mais que pour cela, il faut trouver une majorité. C'est-à-dire qu'il faut trouver un peu plus d'une trentaine de députés qui n'appartiennent pas à la majorité et qui sont prêts à voter. Ils existent, ces députés. Ils existent, ces députés, ils existent, ces sénateurs. Ces 10 dernières années, il y a plus de 30 sénateurs ou députés qui aujourd'hui sont dans l'opposition, qui ont dit vouloir voter. Et moi, je veux leur poser la question d'abord individuellement à chacun d'entre eux. Dans quelle mesure pourraient-ils tenir l'engagement qu'ils avaient pris il y a quelques années de voter un texte tel que celui-ci? Là, vous parlez aux centristes. Et je parle aux centristes et je parle à un certain nombre d'élus de la droite. Nous avons besoin d'eux pour voter ce texte et l'honneur qu'ils pourraient avoir serait de tenir l'engagement qu'ils ont pris ces dernières années. Et moi, je veux savoir à quelles conditions ils sont capables de le faire. Mais Bruno Leroux, vous savez, c'est quand même extrêmement compliqué parce que vous allez les recevoir, ils vont vous dire je vais voter, puis si ça se trouve, comme ça s'est passé récemment justement au Sénat, ils peuvent au dernier moment, en fonction de la situation politique, se rétracter. Monsieur Durand, ils le peuvent, mais ils vont pas vous signer un petit billet en disant... Je ne leur demande pas de signer un billet, je veux une discussion politique avec eux. Ils se sont exprimés ces dernières années en faveur du droit de vote pour un certain nombre d'entre eux. Je veux savoir dans quelles conditions ils pourraient confirmer leur engagement dans un vote au Parlement aujourd'hui. Dernièrement, Jean-Louis Borloo ou Chantal Joanneau, qui étaient sur ce plateau il n'y a pas si longtemps, ont dit non
à ce droit de vote pour les étrangers. Je veux savoir pourquoi ils ont dit non alors qu'ils avaient dit oui auparavant. Est-ce que c'est une attitude qui est politicienne? Est-ce que ce serait parce que la gauche est en situation de le faire? C'est parce qu'ils estiment que les Français n'en ont pas envie en ce moment. Mais ici, ils sont d'accord eux-mêmes avec ce texte, à eux de venir avec nous convaincre les Français. Et je crois que les Français ont besoin, comme sur tous les autres sujets, d'être convaincus. Et que ce débat serait encore meilleur si nous étions plusieurs de différents partis à le mener. Et donc je veux mettre chacun en face de ses responsabilités, voire pour certains en face de leurs contradictions. Et le calendrier? Le plus vite possible. La logique, c'est que ça se tienne avant les élections locales. Et dans le même temps, le quinquennat, cela fait 5 ans. Moi, c'est un projet que je veux mener sur ce quinquennat. Si des élus, par exemple, de l'opposition aujourd'hui me disaient « nous, on veut bien le voter, mais ça ne peut pas s'appliquer en 2014 », j'en tiendrai compte, bien entendu. Puisque de toute façon, si nous n'avons pas ces élus, le texte ne verra pas le jour et ne pourra pas être voté. Donc il n'y a pas une urgence politicienne à adopter ce texte avant les municipales. Mais je le souhaiterais, ce serait plus cohérent. Si nous donnons le droit de vote aux étrangers aux élections locales, c'est bien pour l'appliquer aux élections locales. Et donc, plutôt que de renvoyer ça 6 ans après, autant le faire dès 2014. Et pour autant, je suis dans le principe de réalité. Il n'y a pas aujourd'hui une majorité au Parlement. Et donc, si l'on me dit que c'est 2014 qui fait obstacle, j'essaye d'en tenir compte. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls est le ministre de l'Intérieur, puisqu'on parlait de cette conférence de presse, qui va régler le problème corse? Ou est-ce que c'est une illusion absolue? Je considère d'abord que c'est pour ces 6 premiers mois, c'est un grand ministre de l'Intérieur qui prend avec une volonté de faire tous les dossiers les uns après les autres pour essayer de les résoudre. Mais la Corse comme les autres. La Corse comme les autres dossiers. Et il a dit des choses que généralement on prend en garde de ne pas toujours dire en début de quinquennat, parce qu'ensuite on est élu à la lumière des résultats. Il sait aujourd'hui qu'en Corse, il est impossible de laisser continuer la situation telle qu'elle est. Vous connaissez l'histoire de la gauche, Defer, Jox, Chevènement, et j'ajouterais Jean-Louis Debré et les autres, tout le monde s'est cassé les dents là-dessus. Personne n'a réglé le problème. Pourquoi Valls? J'aime bien votre définition du super-héros, mais pourquoi il y arriverait plus que tous les autres? Vous savez, moi j'ai été le dernier rapporteur du statut de la Corse en 2000. J'y ai passé du temps en Corse. Je crois que c'est une absence de volonté qui a conduit à la situation actuelle. Je pense qu'on a laissé, et je pense que l'État a reculé devant un certain nombre de comportements mafieux sur l'île. Je pense que nous n'avons pas démantelé, y compris ces dernières années. Y compris Defer, Chevènement, Jox. La situation n'était pas la Vaillant. même. La situation n'était pas la même, et en quelques années, en l'espace de ces 15 dernières années, s'est transformé des revendications qui, pour certaines, étaient encore quelquefois politiques, dans quelque chose qui a trait maintenant à un système mafieux, à du grand banditisme. Et la politique est absente de tout cela. Elle a quelquefois des bonnes raisons de façade, sur l'insularité, mais ce qui se passe aujourd'hui, ces règlements de compte n'ont absolument rien de politique. C'est des circuits de blanchiment d'argent, c'est des circuits mafieux. Et bien à cela, il faut mettre les moyens. Et le ministre à l'Intérieur a dit qu'il mettrait les moyens. Je le soutiens totalement et l'État ne peut pas reculer. Et est-ce que donc, en tant que président du groupe, justement, vous allez soutenir l'idée qu'il pourrait y avoir un dispositif spécial en matière de sécurité et de justice pour la Corse? Non, le ministre de l'Intérieur, tout comme la ministre de la Justice, ne le réclame pas. Et c'est avec les lois de la République, c'est avec les moyens d'investigation de la République. Pourquoi ça marcherait? Parce que ça n'a pas marché depuis 40 ans. Mais tout simplement parce qu'il y a... c'est pas simplement, je vous le dis, depuis 40 ans, les choses ont changé. Je pense que ces 10 dernières années, il y a eu des proclamations et jamais véritablement de moyens, et notamment de moyens sur les circuits d'argent. C'est par l'argent qu'il faut aujourd'hui essayer de régler cette situation, par le contrôle des flux financiers qui sont des flux anormaux sur l'île. Et Manuel Valls se dit le faire, je lui fais confiance. Perrine. Bruno Leroux, le malaise dans la majorité de gauche face à la politique économique menée par François Hollande. Est-ce que vous pouvez vous passer de vos alliés communistes et verts? Moi, je ne les mets pas tous les deux sur le même plan. Les Verts sont aujourd'hui avec nous dans les votes. Ils soutiennent la politique du gouvernement. Et je ne comprends pas d'ailleurs, je veux le dire ici, pourquoi le Parti communiste... Ils ne partagent pas tout à fait la stratégie économique du gouvernement. Mais nous ne sommes pas dans le même parti, donc il est normal que nous ayons... Ils se posent des questions. Enfin, il y en a qui se posent plus de questions que d'autres. Hein. Vous savez, au Sénat, vous avez des sénateurs qui se posent plus de questions que les députés verts à l'Assemblée nationale ou que les ministres qui sont au gouvernement. Et donc chacun doit résoudre aussi pour partie ses propres questions. Mais je ne mets pas sur le même plan les élus communistes. Et les élus communistes, je me demande sur quel chemin ils sont aujourd'hui. Je me demande s'ils sont sur le chemin de la gauche ou sur le chemin de l'échec de la gauche. Et moi, je ne fais jamais... Vous voulez dire sur le chemin de Mélenchon, manipulant la gauche de la gauche à ses propres... En tout cas, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on refuse des textes qui sont des textes fondamentalement différents de ceux qui ont été votés hier par la droite, qui changent. Et donc, en étant en cela des vrais textes de gauche. Et le PLFSS, aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est un vrai texte de gauche avec des marqueurs à l'intérieur qui sont contraires à ce qui a été fait ces 10 dernières années. Je ne comprends pas que l'on puisse voter contre ces textes. Mais est-ce que l'attitude des communistes et de certains verts doit vous conduire à redéfinir le pacte de la majorité
majorité, peut-être un peu plus vers le Non, centre, vers le MoDem. Non, ça doit nous conduire à discuter. Et là encore, moi, je suis pour le débat et mettre chacun face à ses contradictions. Nous sommes avec les Verts et je ne pense pas qu'il y ait de contradiction dans un accord qui demande encore plus de discussion. J'ai mis en place à l'Assemblée nationale un contact permanent avec les Verts, mais avec le Parti communiste, je souhaite être dans la même démarche, c'est-à-dire obligé à discuter. Et obligé, moi je veux regarder en face mes interlocuteurs de gauche en leur disant que j'assume la politique qui est menée par le gouvernement aujourd'hui, qu'elle n'ait aucun reniement par rapport à ce que j'ai dit dans la campagne électorale et que dans la situation qui est celle du pays, c'est celle qu'il faut mener. Et sur la base de ces trois affirmations, j'accepte le débat avec n'importe qui à gauche. Mais François Bayrou qui ne tarit pas d'éloges sur François Hollande, est-ce qu'il pourrait être un partenaire un peu plus sûr pour accompagner le gouvernement? Mais tant mieux qu'il y ait des éloges sur le président de la République, surtout quand il donne le cap pour le pays. Mais est-ce qu'il pourrait être un partenaire? Un partenaire sur la politique qui est celle du gouvernement, pourquoi pas? Mais la rentrée au gouvernement, si c'était à moi de composer le gouvernement, vous savez... non, mais votre avis. D'ailleurs, je ne veux pas aller plus loin, j'aurais peut-être pas beaucoup de changements par rapport à aujourd'hui. Je ne veux pas m'engager sur ce terrain. Mais non, je n'ai pas d'avis sur la question. Pour moi, l'essentiel est de partager les orientations du président de la République. Et quelle que soit sa place sur l'échiquier, quelqu'un qui dit que le président de la République mène la bonne politique, qu'il soit vert, qu'il soit socialiste ou qu'il soit d'ailleurs, je m'en félicite. Est-ce que vous considérez que la parenthèse des, entre guillemets, jugements de la presse, des amateurs est terminée depuis la conférence de presse du président? Écoutez, je pense qu'elle n'avait pas de réalité auparavant. J'espère bien qu'elle va cesser. Nous avons pris des décisions dès le premier jour de notre élection, en urgence. Des réformes de fond qui ont été entamées. Je n'ai pas compris ces unes qui étaient des unes nostalgiques du sarkozysme, quoi. Il aurait fallu une annonce tous les jours. Il aurait fallu revenir sur les propos, faire des effets d'annonce ici ou là. Non, ce n'est pas la politique de Jean-Marc Ayrault. Ce n'est pas celle de François Hollande. Mais la presse étrangère, avec elle la devrait... une, par exemple, de The Economist, la bombe à retardement. La France, bombe à retardement économique. Vous savez, la France, bombe à retardement, 0,2% de croissance sur le troisième trimestre. C'est quand même un bon chiffre. Ce n'était pas celui qui était prévu par les économistes. Nous continuons à dire que nous voulons incarner le sérieux. Tout le monde nous le reconnaît d'ailleurs aujourd'hui. Et la France n'a jamais emprunté, par exemple, aussi bas. Et ce n'est pas The Economist qui fixe les taux. C'est aussi ceux qui regardent la politique menée par la France et qui voient aujourd'hui que ce que nous faisons est sérieux et peut sortir la France d'une spirale dans laquelle elle était engagée, qui était terrible. Est-ce que vous considérez que Jean-Marc Ayrault est là pour longtemps, comme l'a été François Fillon? Je le disais il y a quelques mois, vous savez, quand Jean-Marc Ayrault est arrivé à la tête du groupe socialiste en 1997, au mois d'octobre, il y en avait qui disaient « c'est pas possible, il ne va pas rester là, il est resté 15 ans ». Eh bien moi je connais Jean-Marc Ayrault, il a une ténacité, il a une mission, il ne se laisse jamais emporté par les choses à côté, par les questions d'ego ou pas. Et donc, dans la situation qui est celle du pays, c'est de lui dont nous avions besoin. Le président de la République a eu raison de lui faire confiance. Vous souhaitez qu'il fasse l'intégralité du mandat? Mais bien entendu, ce serait un signe de réussite pour nous. Et je souhaiterais même que tout le monde s'accorde pour dire qu'il serait le meilleur pour le second mandat. Ce qui voudrait dire qu'il y a une forte continuité que nous avons réussi. Vous avez entendu peut-être dans cette conférence de presse la question de Christine Clerc qui était assez facétieuse sur le thème au fond, si dans le gouvernement il y avait beaucoup de Jean Gandois, ça nous éviterait, c'est pas ce qu'elle a dit mais c'est ce qu'elle pensait, d'avoir beaucoup de Cécile Duflot, c'est-à-dire les expérimentés qui jouent à... François Hollande a, je pense, dit ce qu'il fallait dire. Il faut se servir de chacun pour le meilleur qu'il peut apporter. Et Louis Gallois... Mais il a tellement reproché à Nicolas Sarkozy la politique du casting qu'il en a peut-être été lui aussi victime. Non, parce que nous n'avons pas fait... Jeunes, mais nous n'avons pas fait de casting. Nous avons fait un gouvernement avec des gens qui étaient aguerris politiquement, qui représentaient un renouvellement, mais qui avaient une expérience politique. Et nous utilisons aujourd'hui les meilleurs experts pour nous donner le sens dans lequel nous pourrions aller, parce qu'ils ont une compétence industrielle, comme Louis Gallois, par exemple. Et je crois que c'est cela la réussite aussi. Chacun à son poste, et nous écoutons ce qui vient de la société. Merci Bruno Leroux d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Périne, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Et bonne journée à vous.